Je suis très heureux de pouvoir présenter deux livres qui me tiennent particulièrement à cœur, que nous venons d'éditer. Nous les avons édités simultanément, mais bien qu'il s'agisse de deux événements qui n'ont pas eu lieu de manière contemporaine, mais dans une même séquence historique qui est celle de la recrudescence de l'impérialisme américain. Il s'agit d'un livre de Michael Parenti qui s'appelle Tuer une nation, l'assassinat de la Yougoslavie, et un ouvrage collectif de Steven Lehman, Ukraine, le coup d'État fasciste, orchestré par les États-Unis. Alors il se trouve que ces deux livres ont été préfacés par des Américaines francophones vivant en France, y compris qui connaissent à la fois très bien les auteurs, le contexte, qui sont des anti-impérialistes. Je précise parce qu'aux États-Unis, c'est une chose il y a peut-être moins d'esprit militant que dans un vieux pays révolutionnaire comme la France, mais au moins ce qui est à peu près certain, c'est que quand les gens militent, c'est au moins sur des bases anti-impérialistes très claires. Alors, pourquoi mettre en parallèle la Yougoslavie et l'Ukraine? Malheureusement, on peut dire que l'histoire se répète. Il y a la formule de Marx que tout le monde connaît, d'abord en tragédie, ensuite en farce. Là, ça serait vraiment très malvenu d'utiliser cette farce parce que c'est de tragédie en tragédie, c'est la même, comme je vous dis, la même séquence historique. Effectivement, plutôt que de penser à ces bons mots de Marx, on pourrait penser à une autre citation qui me semble là beaucoup plus, non pas un bon mot, mais refléter vraiment le mode de pensée marxiste dans toute sa puissance dialectique. L'anatomie de l'homme est une clé d'explication de l'anatomie du singe. C'est-à-dire que ce qui s'est passé actuellement en Ukraine révèle un peu la puissance de feu qui a été déployée dans le cadre yougoslave. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, ну, це не просто депресивний регіон, розумієте, там настільки великий комплекс таких грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Щонайменше 1,5 мільйона, там просто зайвих людей. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс. Які треба, відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, ну, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Il me semble que dans cette configuration-là de capitalisme nu, on est vraiment dans le modèle classique. Marx n'a jamais été autant à l'ordre du jour. Je pense que ça appelle à une reconstruction des forces de progrès dans notre pays. Et donc je passe la parole à Michel Brand. Merci beaucoup Émeric et merci aussi de cette invitation. Je suis très contente de pouvoir vous adresser aujourd'hui. Je vais parler brièvement de la situation en Ukraine pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est d'actualité. Et aussi je vais parler de ce livre qui est vraiment d'actualité, qui nous aide à nous expliquer les raisons pour lesquelles on a eu autant de problèmes. Donc c'est écrit par un ensemble d'Américains anti-impérialistes, comme Émeric a expliqué, qui sont de tout le spectre politique, de droite à gauche. On a des libertaires, Paul Craig Roberts par exemple, qui avait été qui a une grande voix anti-impérialiste aujourd'hui. Mais il vient de la droite libertaire plutôt. Mais c'est quelqu'un qui avait travaillé sous l'administration de Reagan. On a aussi, d'autre côté, on a aussi Michael Parenti, marxiste. On a aussi James Petras, un autre marxiste, et tout un ensemble d'autres auteurs. On a aussi Michael Hudson, qui est un très grand économiste, plutôt keynésien, de gauche. Donc c'est un livre ce qui rassemble ces contributeurs, c'est leur grande indignation à l'encontre de l'impérialisme américain, non seulement en Ukraine, mais aussi en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Donc c'est grâce à ces intellectuels, y compris Diana Johnston, je viens de dire aussi Diana Johnston a contribué à un article à ce livre, qu'une génération de nouveaux anti-impérialistes aux États-Unis ont pu apprendre beaucoup de choses sur le monde. Donc ça ressemble vraiment à la crème des intellectuels anti-impérialistes américains.
C'est pour ça que ce livre est vraiment très louable et c'est aussi très louable que Édition Delga a fait la traduction pour l'amener ici en France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Comment c'est possible qu'aux portes de l'Europe, on a eu un coup d'État libéral fasciste qui n'a pas eu une résonance dans la presse en tant que telle? Et la presse a passé non sous silence, mais avec un grand... ils ont même accepté la chose, ils ont embrassé. Donc ils sont même pour cette soi-disant révolution. Comment c'est possible que la population en Europe occidentale accepte ça, avale ça sans avoir l'indignation et l'effroi par rapport à ce qui s'est passé? Parce que le nazisme n'est pas si loin que ça. La presse occidentale répète sans cesse que le grand méchant, c'est Poutine. Que les Russes sont derrière tout ça, ils sont les agressifs, la partie qui est agressive dans ce conflit. Et comme toujours, on le connaît déjà, la presse répète comme des petites caniches ce que veulent dire les gouvernements occidentaux. Donc c'est pour ça que les Occidentaux, on n'a pas un accès à une bonne information sur la chose. Ce livre essaie de nous donner une autre analyse, un autre point de vue, ce qui est vraiment très bienvenu par rapport à la chose. On dit que Poutine est le gros méchant, mais en fait, il faut regarder l'ingérence des États-Unis et de l'Union européenne dans l'affaire. Et ça aussi, il faut critiquer la ligne des médias mainstream qui dit que maintenant c'est une grande victoire, c'est que maintenant on a une démocratie, on vient d'avoir des élections en Ukraine ce dimanche dernier. Les pro-occidentaux ont gagné, je vais en parler dans quelques minutes. Ici, on dit que tout va bien. En fait, il faut regarder la vraie situation de ce pays qui est au bord de la faillite. C'est un pays en guerre civile qui a été fracturé en deux, qui avant ça avait des problèmes, bien sûr, mais maintenant c'est vraiment un pays en voie de... qui risque d'avoir des très 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 grands problèmes, non seulement financiers, mais aussi militaires, guerre civile et aussi des tensions qu'ils ont attisées par les Occidentaux. Donc les mensonges dans les médias, c'est... il faudrait qu'en Europe, on ait une prise de conscience par rapport à ces grands mensonges et qu'on n'oublie pas vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Donc, très brièvement, je vais revenir sur l'histoire de cette affaire. Il ne faut pas oublier que tout ça s'est fait au fond d'un affaiblissement économique très important depuis la fin de l'Union soviétique. Entre 1991 et 1998, les salaires réels ont chuté de 95%. Ils ont stagné depuis. Il y avait une grande désindustrialisation du pays, comme dans les autres pays ex-soviétiques. Sauf la Biélorussie, importante exception. La corruption a monté à des niveaux effarants et la population avait le ras-le-bol, ce qui a donné lieu à d'abord un désir de changement. Donc, les gens qui sont allés dans la place Maïdan en fin 2013 sont allés parce qu'ils avaient ce ras-le-bol, aussi parce qu'ils étaient contre la corruption. Mais très vite, ces manifestations ont été reprises par des forces extérieures, attisées par des forces extérieures, des ONG, des subventions à la fois américaines et européennes, comme Émeric vient de décrire. 5 milliards depuis 1991. Depuis 1991, les États-Unis ont donné 5 milliards de dollars pour financer la transition démocratique, pour aider la démocratie en Ukraine. L'Union européenne a payé aussi, financé à des milliards aussi pour la même chose. Beaucoup très récemment en plus. Donc,
tout ça a été aussi déclenché par les fameux accords d'association avec l'Union européenne. Il faut comprendre aussi ces accords d'association un peu, parce que c'est un accord négocié depuis 2007 à peu près, mais vraiment mis sur la table de façon plus importante en 2013. C'est un accord de libre-échange, et je cite l'accord, complet et approfondi. Ça veut dire avec beaucoup de conditions politiques, militaires et bien évidemment économiques pour changer le système, les politiques intérieures du pays, pour avoir des coopérations dans beaucoup de secteurs, pour, je cite, créer des occasions pour le monde des affaires, pour aider ce pays ou forcer ce pays à faire des réformes administratives et institutionnelles pour accepter plus ce que veut l'Union européenne. Donc on a déjà vu ce que fait l'Union européenne avec ses... oui, en Grèce par exemple, et ailleurs, et la mainmise de l'Union européenne sur la souveraineté des pays au sein de l'Europe. C'est ce qu'ils ont préparé pour une éventuelle adhésion de l'Ukraine avec cet accord, qui n'était pas un accord d'adhésion, mais c'était un accord pour préparer cette adhésion. Surtout pour aussi faire une coopération au niveau militaire, c'est-à-dire inviter l'OTAN de faire des bases, etc., tout près de la frontière russe. L'intérêt des Européens dans cette affaire, dans cet accord aussi, c'est bien sûr pour avoir accès à une main-d'œuvre bas prix et bien éduquée, avoir un marché pour leurs produits, aussi pour laisser libre place pour l'exploration et l'exploitation d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de gaz de schiste dans l'est d'Ukraine, ce qui est un enjeu majeur dans cette question. Et pour généralement acheter les entreprises et contrôler l'économie. Il y a un très bon article dans le livre par Michael Hudson qui explique les enjeux économiques par rapport à ça, c'est-à-dire que les Européens ou les Occidentaux en général voudraient endetter ce pays qui est déjà endetté mais qui va avoir besoin d'encore des dettes, prendre encore des dettes, afin d'utiliser les dettes pour exiger des ajustements structuraux, etc., pour que le pays ait besoin de vendre tout ce qui est possible à vendre, une vente à la grecque, etc. Donc c'est un accord très, très, très méchant. Quand Viktor Yanukovych, le président qui a été déposé en début 2014 dans le coup d'État, avait hésité de donner sa signature sur cet accord, qui n'était pas dans l'intérêt des Ukrainiens, et aussi ça coupait forcément l'Ukraine de son grand partenaire de l'Est, c'est-à-dire la Russie, sur lequel elle est vraiment très dépendante. Quand il avait hésité, il n'a pas dit non, en fait, il a tout simplement dit plus tard, on va voir, c'est pas pour tout de suite. Quand il a fait ça, ça a été le moment déclencheur pour les Occidentaux, pour attiser toutes les tensions, les manifestants, qui avaient de bonnes raisons d'être mécontents, parce qu'il y avait la corruption, Yanukovych en premier aussi, pas premier, mais aussi un grand corrompu, mais aussi par rapport à les salaires qui baissaient, etc., les gens qui avaient besoin de partir de l'Ukraine justement, uniquement pour travailler. Donc, ça a donné lieu à Maïdan, à Euromaidan, ce qu'on appelle aujourd'hui. Comme vous le savez, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ce mouvement récupéré par des forces plus proches des Occidentaux, c'est-à-dire, je veux dire, plus facilement manipulables pour être les petits soldats de l'impérialisme, dans ce cas les gens de l'extrême droite, parce qu'il fallait avoir des radicaux pour faire ce travail. Les gens qui étaient plutôt modérés, qui voulaient lutter contre la corruption, etc., ils sont désistés du mouvement, ils sont rentrés chez eux. Et c'était que les radicaux financés par l'Occident qui ont continué. L'Ukraine avait déjà vu une révolution orange, c'était la révolution orange de 2004.
Et il avait les gens qui étaient plutôt modérés avaient déjà vu ce que ça donnait. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas aussi naïfs. Ils ont vu que ça n'a rien changé, cette révolution orange. On ne va pas aller dans la rue pour essayer de voir ça. Et ils savaient que dans la révolution orange de 2004, il y avait aussi manipulation des Occidentaux, les ONG, etc. Donc ils se sont dit, alors ils ont bien vu ce qui s'est passé, donc il y avait beaucoup moins de gens plutôt modérés dans ces manifs. Les fascistes de Pravi Sector et de Svoboda, qui avaient une grande place dans ce mouvement, ont poussé que ça devienne violent. Et ensuite, il y avait les francs-tireurs sur les toits, dont on ne sait pas qui c'était, en fait. On ne sait jamais, c'est un parti tiers. On ne sait pas qui était sur les toits, mais c'était dans le toit d'un hôtel qui était contrôlé par les opposants. Donc, on a des questions. Qui étaient ces francs-tireurs qui ont tué des gens dans la semaine du 20, autour du 18 février 2014. Après ça, il y avait l'accord où Yanukovych était prêt à faire des élections plus vite, mais se désister, au moins donner plus de pouvoir aux opposants. Mais c'est un accord qui était poussé par Poutine. Il disait qu'il fallait absolument signer cet accord. Mais après ça, l'opposition n'a pas... Un jour après, l'opposition n'a pas accepté cet accord. Ils n'ont pas... ils ne sont pas restés dans les règles de cet accord et ils ont fait le coup d'État. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Parlement. Il y avait un vote sans beaucoup de députés qui n'étaient pas là, les communistes étaient éparpillés, etc. Le parti de Yanukovych était éparpillé, et donc il y avait un vote de confiance pour ce nouveau gouvernement. Du coup, il faut comprendre que ce qui s'est passé en Ukraine, c'était bien un coup d'État. Un coup d'État d'abord violent par les forces de l'extrême droite qui ont envahi le Parlement, et ensuite ça a été nettoyé un peu pour le rendre acceptable par les députés parlementaires qui étaient là. Mais ce n'était pas tout le monde qui était là. Et c'est très très douteux ce vote qui a eu lieu le 21 février 2014. Donc, quand les médias occidentaux nous disent que ce changement, cette révolution, on va dire, ils disent cette révolution démocratique parce que c'était la rue qui l'a exigé, il faut prendre ça avec beaucoup de soupçons. Il faut vraiment regarder les faits et dire aux gens qui sont dupes par rapport aux médias, ce qu'ils nous racontent, que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'agit bien d'un coup d'État fasciste. Et du coup, le sous-titre du livre, « Le coup d'État fasciste orchestré par les États-Unis », c'est important. Donc le livre nous raconte beaucoup de cette histoire. Qui sont les acteurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de députés, je veux dire plutôt, combien de ministres venaient des partis de l'extrême droite après le coup d'État? Parce qu'il y en avait un paquet, etc. Donc il y avait aussi les libéraux. Donc c'est les libéraux et les fascistes. Il y avait ensuite la sécession de la Crimée, le massacre à Odessa où beaucoup de militants, on dit pro-russes, mais ils étaient plutôt contre Maïdan. Pro-russes aussi, beaucoup de communistes ont été massacrés, entièrement massacrés. Et ensuite, il y avait le début de la guerre civile, ça c'était le 2 mai. La guerre civile qui a coûté beaucoup de vies, qui a détruit l'infrastructure, beaucoup d'infrastructures, de l'eau, de l'électricité, des transports dans l'Ukraine de l'Est. Ils ont vraiment bombardé beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de l'industrie est dans la partie de l'Est, c'est le grand bassin industriel. Et on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils ont détruit autant d'infrastructures pour rendre la vie très très difficile pour la population. Il y avait beaucoup de réfugiés, 300 000 réfugiés qui sont allés en Russie. Les morts, il y a 3500 morts dans ce pays, dans ce conflit. Le 5 septembre, il y avait un cessez-le-feu négocié à Minsk, le protocole de Minsk. Le cessez-le-feu, depuis ça, on n'entend pas parler de l'Ukraine dans les médias, presque pas.
c'est pas du tout une bonne chose. Le cessez-le-feu n'est pas tenu, n'est pas respecté. Ils sont bombardés régulièrement, c'est-à-dire la partie est du pays est régulièrement bombardée toujours par les forces de Kiev. Il faut dire, avant du cessez-le-feu, pourquoi il y avait un cessez-le-feu, pourquoi il y avait ce trêve. En fait, les milices, les combattants de l'Est ont bien fait le boulot nécessaire au niveau de mettre en déroute l'armée ukrainienne. Donc ils ont obligé les Ukrainiens, c'est-à-dire les gens de Kiev, de négocier avoir un cessez-le-feu. Donc ça, au moins, eux, ils sont très fiers d'avoir fait cette victoire. On n'entend pas parler d'une victoire des combattants de l'Est ici, mais il faut vraiment leur donner beaucoup de crédit, beaucoup de félicitations d'avoir fait en déroute des forces... C'est présenté comme une invasion russe. Ce seraient les Russes qui auraient... Oui, bien sûr. Oui, en fait, il n'y a pas de... La Crimée aussi. Oui, il y avait la sécession de la Crimée. Non, mais la défaite largement occultée par les médias occidentaux de l'armée ukrainienne, qui s'est traduit par le cessez-le-feu que tu évoques, est présentée d'une manière générale. Le peu d'explications qui sont données effectivement dernièrement par nos inénérables experts en géopolitique occidentaux et singulièrement français, c'est en réalité, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'invasion. Ils reprennent exactement le discours officiel en face, ukrainien, et ce sont les Russes qui ont envahi l'Est et qui ont, avec leur puissance de feu, fait reculer les courageux Ukrainiens. En réalité, évidemment, c'est pas ça du tout qui s'est produit. Non, en fait, c'est les Ukrainiens de l'Est ont utilisé leur propre milice. C'était des ouvriers, des gens qui travaillaient et qui n'ont pas eu beaucoup d'armement, etc. Ils ont fait beaucoup, avec beaucoup de courage, sans beaucoup de moyens. Voilà. Мой очень хороший приятель, близкий друг, корреспондент в Москве британского еженедельника Sunday Times, это миллионы и миллионы читателей по всей Европе, провел 3 недели в Донецкой области, чтобы понять, кто воюет и как воюет. Он был вместе с боевиками батальона «Восток». В начале июня вместе с ними он оказался в бою, который закончился для батальона «Восток» плачевно. Об этом бое и о людях батальона «Восток» его репортаж, опубликованный последнее воскресенье в Sunday Times. Марк Франкетти у нас в прямом эфире из Москвы. Марк. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Ну скажи, после того, как вы оказались уже по ту сторону границы в России, что дальше произошло? Ну, значит, во-первых, надо сказать, что мы попали в Россию, потому что для них обратной дороги не было, после того, как уже включили авиацию. И единственный способ, чтобы оставаться живыми, это было перейти на российскую границу. Я могу сказать следующее, что с ними нормально обращались, в смысле корректно, цивильно и так далее, но не могу сказать, что их приняли как какие-то герои или братья, или люди, которые они открыто поддерживают. Их просто от них взяли оружие, допрашивали и задержали. Дальше, что с ним было, я не знаю. А вас с фотографом тоже допрашивали, я понимаю? Да, нас допрашивали, но с нами, в принципе, абсолютно нормально, более чем, значит, они с нами, я могу сказать себе, абсолютно хорошо и цивильно вели, потому что, как я сказал, ситуация у меня была действительно непростая, потому что я оказался в России без паспорта. Марк, вы видели своими глазами, как они погибали, как они воевали.
Что это за люди? Вот какая там идеологическая подоплека? Что за мотивация? Вы знаете, я, естественно, не эксперт. Я могу только говорить о том, что я сам собственными глазами видел. А то, что я видел, это бесспорно. Ребята, с кем я разговаривал, это абсолютно, это в основном, во-первых, в основном это украинцы. Они из или Донбасса, или недалеко от Донбасса. Есть маленький процент, которые русские добровольцы. И я с ними тоже разговаривал. В основном это люди, которые не имеют никакой военный опыт. В основном это нормальные, обычные граждане, которые взяли оружие. Теперь правы, неправы, это другой разговор, но они абсолютно уверены, что они защищают собственные дома, как они говорят, от фашизма. Они все говорят, что мы после событий в Одессе, после того, как начали бомбить Славянск и так далее, они чувствуют, что они не могут найти общий язык уже с правительством в Киеве. Можно говорить, что это террористы, можно говорить, что это люди, которые получают поток оружия, деньги из России. Это не так. Это не так. Пока. Это люди, которые абсолютно нормальные, в основном нормальные люди. Donc ça, c'est pour ça que c'est encore plus impressionnant, ce défaite. C'est encore un mensonge par rapport à le rôle de la Russie. En fait, la Russie a été très très prudente dans tout ça, sachant bien que s'ils mettent le moindre petit doigt dans le pays, c'est le prétexte pour les Américains de venir faire tout ce qu'ils veulent pour bombarder des endroits en Russie, pour dire que c'est, pour montrer qu'ils ont envahi. En fait, donc Poutine, heureusement, il a bien ciblé ça. C'était déjà assez clair par rapport à ce qui s'est passé en Syrie avant, etc. Ils ont bien compris des choses comme ça. Donc il faut pas se fier aux mensonges dans les médias par rapport à l'invasion russe. Сьогодні в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі, в районі Амвросіївки, Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини. В Киеве и на Западе повторяют о российском военном вторжении, чтобы как-то оправдать те массовые поражения, которые украинская армия несет уже не один месяц. Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много россиян, без помощи которых на сегодняшний день нам пришлось бы очень трудно и сложнее было бы воевать. В наших рядах их было около 3-4 тысяч. Многие из них уже уехали домой. Еще больше осталось здесь. К сожалению, есть и погибшие. Из добровольцев России сюда приходит много бывших кадровых военных. Они сражаются с нами, понимают, что это долг не только, считают, что это их долг. Сотни украинских военнослужащих при разных обстоятельствах оказываются на территории России. Мы их кормим, поем, лечим и отправляем обратно на Украину. Надеемся на столь же гуманное отношение киевских властей и к 9 российским десантникам, о которых так много говорят в последние 24 часа. При этом сообщается, что они были задержаны с собственными документами и с незаряженным оружием. Не слишком похоже на диверсионную группу в зоне конфликта. Всем известно, что на востоке Украины есть российские добровольцы. Этого никто и не скрывает. Хотелось бы, чтобы аналогичную транспарентность проявили и некоторые другие страны. Пусть наши американские коллеги расскажут,
чем занимаются в здании Совета обороны и безопасности Украины десятки американских советников. Пусть расскажут, сколько американских наемников из так называемых охранных предприятий воюют в тысячах километрах от своих берегов. Откуда у украинских силовиков появились новейшие американские системы вооружений? Американская коллега красноречиво задалась вопросом, какое послание можно направить соседям России. Я бы предложил, уважаемые коллеги, направить послание в Вашингтон. Перестаньте заниматься вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Перестаньте раскачивать неугодные режимы. Умерьте свои геополитические амбиции. Тогда не только соседи России, но и многие другие страны по всему миру вздохнут с облегчением. Я немало не сомневаюсь в том, что Российская Федерация имеет отношение к тому, что происходит на востоке моей страны. Я ни грамма, ни секунды не сомневаюсь в том, что поддержка сепаратистов присутствует. Однако же меня очень смущает и раздражает то, что вбросы делаются с периодичностью в один день. Неправдивая информация. Наконец-то фейкометный сайт «Цензор» предоставил хоть одно доказательство каких-то своих утверждений. Польские журналисты зафиксировали въезд ЗРК «Стрела-10» армии Российской Федерации на территорию Украины. Видео. Давайте послушаем, что говорит польский журналист. Rosyjski wojskowy sprzęt, jak widać za moimi plecami, cały czas porusza się tu, blisko granicy, w miejscu, w którym kontrolują ją separatyści. Widzieliśmy taki sprzęt również w nocy. Вот вы понимаете по-польски? Я честно скажу, я по-польски не понимаю. Но тем не менее отличить слова о том, что колонна движется в сторону Украины, от слов о том, что колонна пересекла границу с Украиной, я все-таки могу. Вот уже больше недели я как бы намекаю отечественному СНБО, что хорошо бы поймать подлого агрессора, вероломно вторгшегося на территорию Украины, фактами. Да, доказательства предоставили. – 23 серпня прикордонний наряд виявив автомобільну колону терористів, яка рухалася в напрямку населеного пункту Лисиче. В колоні слідували БТРи, Урали, КАМАЗи, броньовані мікроавтобуси та легкові автомобілі. Как вы слышите, БТРы, Уралы, КАМАЗы, бронированные микроавтобусы, ну и легковые автомобили. В результаті бою було знищено понад 20 одиниць техніки, 26 терористів, здебільшого чеченської та російської національності. Уничтожено более 20 единиц этой техники. Это славно. Давайте посмотрим, что же нам показывают. Первый автомобиль похож на «Жигули». Я слабо разбираюсь в отечественном автопроме, но что-то похоже такое. Второй тоже похож на какую-то десятку. Ну, в общем, это не БТР. Справа мы видим микроавтобус. Насколько он бронированный, я не знаю, конечно, не проверял. Далее еще один автомобиль. Только это не БТР, а БМВ. Ну и на дальнем плане что-то такое смятое. Тоже на БТР слабо похоже. И уж тем более не похоже там на какой-то Урал. Вы спросите, а где же бронетехника, где БТРы, где Уралы, где бронированные микроавтобусы? К сожалению, я ответить вам не могу. И мне кажется, это лично мое мнение, что данных фактов недостаточно. Возможно, я ошибаюсь. Видео доказательством. В общем-то, вот, смотрите, 17 августа, колонна, Донецкая область, Свежак.
Українська розвідка заявляє про підкріплення з боку терористів. Напередодні біля села Дубровка у напрямку Дмитрівки далі на Сніжне пройшли 15 БТРів, 5 КАМАЗів та бензовози. У той же час із Дубровки у напрямку Росії відправилися 9 БТРів, 2 спецмашини швидкої допомоги та 2 КАМАЗи. Кажуть, схоже на ротацію. Ну, возможно, это им похоже на ротацию, мне это похоже на инсинуацию, потому что видео 5 канала, июнь, и снято на нем Луганская область. Военная колонна из Российской Федерации. Как известно, украинские силовики, почерпнув информацию из соцсетей, сообщили о том, что границу с Украиной пересекла военная колонна из Российской Федерации. После этого они выдумали, что большая часть колонны уничтожена, ее разбомбили. И сообщили об этом президенту, тем самым подставив его. Президент, доверяя своим силовикам, рассказал об этом всему миру. И это уже проблема, потому что новость подхватили не только новостные агентства, но и правительство. Однако же координаты разбомбленной колонны никто не сообщил. Неизвестно почему, хотя те, кто ее бомбили, однозначно должны знать ее координаты. Я бы выслал даже туда своих людей, чтобы иметь стопроцентные доказательства варварского вторжения и уничтожения колонны агрессора. Никто эту информацию не дает. Не далее, чем вчера, я посоветовал Совету национальной безопасности и обороны Украины сообщить координаты разгромленной колонны. Ну, чтобы были доказательства, что туда могли выехать, вылететь, выйти наблюдатели, журналисты, заснять, чтобы были доказательства этого варварского и чудовищного вторжения. Вот что спикер Совета национальной безопасности и обороны України говорив позавчора. Вона дійсно була зафіксована, кількість ми не повідомляємо і не повідомляємо про те, що цю колону, за цією колоною ввели спостереження, тобто про те, куди вона надійшла, все, що від неї залишилося, куди вона дійшла, ми вам трошки пізніше повідомимо, тому що у нас поки що день не завершився. Ну, то есть понятно, день еще не закончен был, и надо было подождать, пока он закончится. Закончился, и прошел еще один. Что мы слышим сегодня? По колонії нічого не можу сказати, там координати, у нас нема таких даних. Нема у нас даних, в якому районі, тому що колону якраз заводили, дали можливість зайти на територію, на якій немає мирних мешканців, і щоб їм не зашкодити. І як тільки вона опинилася на цій території, по ній був зроблений артилерійський нальот. То есть, как вы только что слышали, нет не только координат разгрома этой вражеской колонны, нет даже приблизительного района, где она разгромлена. В связи с этим, пожалуйста, кто-нибудь задайте Лысенко вопрос. Каким образом артиллерия могла разгромить колонну, не имея ее координат? Они стреляют наобум. Второй раз в связи с этим у меня почему-то крепнет ощущение, что колонна была выдумана, что это все выдумка. Я, конечно, не верю, что Совет национальной безопасности и обороны способен на такую циничную, наглую и тупую ложь, но тем не менее. Donc, je voudrais dire 2 mots, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de temps, sur la situation économique. Parce que la situation économique, avant de parler des élections qui viennent se passer, donc très, très vite, est absolument désastreuse, cette situation économique. Le premier prêt du FMI fait en avril de 17 milliards de dollars ne sera pas assez, parce que c'était basé sur un recul des prévisions, un recul du PIB de 5%, tandis que ce sera au moins 10% cette année, surtout avec la guerre. Les prévisions ont été faites avant la guerre.
Donc il va y avoir besoin d'avoir plus d'argent et le FMI a dit qu'on n'a pas assez d'argent. Il ne faut pas uniquement se baser sur nous pour donner cet argent. Donc il faudrait que les Américains et les Européens, ou bien peut-être la Chine, ou peut-être la Russie, ou on ne sait pas où, mais ils ont besoin d'argent. Parce que le pays est au bord de la faillite. Quand on dit aujourd'hui la grande victoire, non, on a un pays au bord de la faillite, dans un désastre total, dans une guerre civile. Et on n'en parle pas dans la presse. C'est scandaleux, c'est vraiment très scandaleux. Donc la dette continue à grimper et la monnaie est en train de s'effondrer. Les créanciers fuient, etc. Donc c'est bien pire que la Grèce, qui était déjà une situation humanitaire catastrophique. Et en plus, on a le début de l'hiver, où les Européens qui ont maintenant signé l'accord avec l'Ukraine, cet accord que je viens de décrire, cet accord a été signé. Dans cet accord, il est exigé que les subventions sur l'énergie soient coupées. Merci beaucoup. On est près de l'hiver et les gens, il fait très froid en Ukraine. Donc, c'est vraiment, et une grande partie de l'Est a des infrastructures totalement détruites. Alors, ça c'est le contexte de base qu'il faut comprendre la question en Ukraine aujourd'hui. Les élections qui viennent de se passer, il ne faut pas penser que cette élection soit une grande victoire, parce que, en fait, on dit aujourd'hui dans tous les titres des unes, victoire des pro-occidentaux. C'est une victoire à 70% quand, en fait, uniquement 50% du pays a voté. Le reste du pays n'a pas pu voter ou n'a pas voté. Cette élection montre plus que tout que c'est un pays écarté en deux, écartelé. Il y avait une participation forte dans l'Ouest, dans le milieu il y avait une participation moyenne, et dans l'Est très faible. Donc l'Est ne se considère plus comme s'ils avaient besoin de voter pour des gens qui avaient autorisé des bombardements sur leur pays, donc sur les régions. Alors, cette élection aussi, on n'en a pas entendu parler dans la presse, que les campagnes ont été marquées par une grande violence et beaucoup de bandes violentes ou extrémistes, fascistes, qui ont fait beaucoup de problèmes. Je n'ai pas non plus mentionné que les communistes ont été non seulement réprimés, mais le groupe parlementaire communiste a été interdit en juin, je pense, dernier. Pas le parti, mais le groupe. Non, oui, pas le parti, mais le groupe. Mais le parti lui-même subit beaucoup de répression et il fuit, etc. Donc, un parti qui avait fait 13% dans les dernières élections législatives, en 2010, je pense, maintenant à moins de 5%, et vraiment très petit. До привітального слова запрошується народний депутат України, відомий мовознавець і просто сильна, красива і розумна жінка Ірина Фаріон. Слава Україні! Ми принесли з вами це гасло. Воно обняло собою усю вільну країну. Хоч невільників у нас ще досить. Фарисеї і лицеміри взяли це гасло на свої брудні уста. Будьмо пильні, будьмо нещадні до них. Не вірмо їм ніколи і за жодних обставин. Ця війна була абсолютно неминуча, цілком закономірна. Даруйте, не дуже хочеться цитувати тут Гітлера, але він мав рацію, коли казав: війни виграються до початку воєнних дій. Війни виграють тоді, коли поразки зазнав учитель і коли поразки зазнав священник. Учитель і священник зазнав поразки у Криму, в Луганську і в Донецьку. Там не було української книжки,
українського слова, української музики, української ідеї. Тому там сьогодні Путіна чобіт. Тому все у нашому житті винятково починається з того, як ми мислимо, яку мету ставимо перед собою і скільки українського маємо в душі. Будьте пильні перед тими, які надівають зараз на себе вишиванки, бо, можливо, за тими вишиванками вони ховають відсутність своєї української душі. Ми маємо з вами не тільки зовнішній фронт, абсолютно неминучий, фронт Путіна. Ми ніколи не змінимо цього агресора, хіба маємо один шлях – знищити Москву. Задля цього і живемо. Задля цього прийшли в цей світ, аби знищити Москву. Не просто москаля на наших землях, аби знищити цю чорну діру європейської безпеки. Хоч, звісно, нам йдеться передусім про свою безпеку. Проте найбільший ворог не той, що на межі наших з вами кордонів. Найбільший ворог тут, всередині країни, із суфіксами «енко», із суфіксами «уки», «юки», «чуки», із суфіксами «ишин» і «ів». Тут яничари, перевертні, блюдолизи, пристосуванці, опортуністи, компромісники. Бажаю нам всім на тих виборах розстріляти бюлетенем поки що кожного з тих партачів життя. Бо саме ці поки що бюлетенем, саме ці партачі життя говорили про якусь там демократію. Свого часу геніальний Коцюбинський казав: демократія – смішне, романтичне слово. Насправді, нашій державі потрібна сильна, потужна, мілітарна свідомість. І наше з вами завдання оцього ядра, українського політикуму, правдивого українського ядра, а не огидної, розманіченої демоліберальної сили. Саме ви є тим ядром, навколо якого має обертатися українська держава. То треба бути лютим до ворога. Тому творцем нового покоління, покоління бандерівців, був геніальний Дмитро Донцов, засновник вольового інтегрального націоналізму. Саме сьогодні в руках кожного з нас має бути націоналізм Донцова. Саме у головах і руках кожного з нас має бути усвідомлення: тільки мілітарна сила здатна буде здолати орду зовнішню і внутрішню. Ми готові до цього? Якщо до цього не готова свобода, до цього не готовий ніхто. Сили нам, певності, віри, наступу, любові до себе і ненависти до ворога. Слава нації! Donc il ne faut pas non plus prendre ça comme la grande vérité, que c'est une grande victoire. C'est un pays au bord de la faillite. Dans ma préface, j'ai mentionné, j'ai abordé quelques questions sur la relation entre différents occidentaux, camps occidentaux, entre les Européens et les Américains. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup de ces questions-là, mais la question de l'Ukraine n'est pas uniquement ukrainienne. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique très important, parce que l'Ukraine est géographiquement située dans un endroit entre la Russie et l'Europe, qui fait que Brzezinski, quand il a écrit Le Grand Échiquier, a dit que on ne peut pas, si l'Ukraine n'appartient plus à la Russie et dans la sphère russe, ce sera la fin de l'influence russe, la fin de l'Empire russe. Donc c'est un enjeu très important pour les Américains pour cette raison, qui sont dans un impérialisme pour une hégémonie, une dominance mondiale. Depuis toujours, il a été ciblé. C'est aussi un enjeu pour les Européens qui sont dans la conquête de leur Grand Est.
Mais les deux impérialismes sont un peu différents. Ils ont différents moyens, différents buts, différents objectifs. C'est-à-dire, les Européens, pour les Européens, c'était plutôt un impérialisme plutôt classique, dans le sens où ils voulaient agrandir leur sphère d'influence économique, financier et politique, avec l'accord d'association, surtout l'Allemagne. Les États-Unis, par contre, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas à côté. C'est plutôt une question mondiale qu'il s'agit pour eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Américains ont besoin surtout de protéger le dollar afin d'asseoir leur hégémonie mondiale. La grande menace au dollar aujourd'hui vient de la part des BRICS, surtout avec la Russie, qui dit, sans je veux dire, Poutine et d'autres, le chef de la Banque centrale de la Russie, etc., disent très clairement que il est temps maintenant, on doit s'en débarrasser de cette hégémonie du dollar, ce privilège extraordinaire du dollar qui nous pèse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça c'est une très grande menace. Donc c'est aussi pour ça que les États-Unis sont en train d'encercler la Russie et la Chine, à la fois par la mer de Chine et aussi tout autour de la Russie, avec des bases militaires et avec des guerres et des conflits. Parce que pour les Américains, si au moins ils ne peuvent pas contrôler ces pays en tant que colonies, parce qu'ils ne sont plus dans une logique impérialiste classique colonialiste, mais au moins ils peuvent semer le chaos, vraiment semer le chaos pour que ce pays ne puisse pas être mis dans l'influence ou aider la Russie et la Chine pour asseoir leur propre essor, en fait, pour prendre leur essor, puisqu'ils sont en train de faire leur essor. Il y a des liens intéressants entre Berlin et Chine et Moscou et la Russie, où on voit que Berlin est plutôt attiré vers l'Est parce qu'ils ont besoin de vendre tous leurs produits. C'est une expansion tout à fait capitaliste et classique, mais qui montre qu'ils sont plutôt intéressés par ces pays émergents où il y a beaucoup d'activités économiques et beaucoup de ressources énergétiques. Donc, pour les Américains, couper les liens entre l'Allemagne, l'Europe en général et la Russie est un objectif très important. Et quel moyen meilleur de faire ça, c'est de faire une guerre, c'est-à-dire une conflagration entre les deux en Ukraine, pour couper les liens possibles entre ces deux au niveau économique et ensuite peut-être politique, parce qu'il y avait un grand rapprochement entre la Russie et l'Allemagne avant. Donc ça aussi c'est un enjeu. Il y a aussi un enjeu possible avec le gaz de schiste où le fils du vice-président américain, Hunter Biden, ou fils de Joe Biden, est sur le conseil d'administration de la grande entreprise, la première entreprise de gaz, d'exploitation de gaz en Ukraine, comme par hasard, parce que l'Ukraine a les 3e réserves de gaz de schiste en Europe. Donc c'est aussi pour ça que dans l'accord d'association avec l'Europe, il est dit que toutes les entreprises étrangères seraient bienvenues pour faire l'exploration dans l'Ukraine. Donc je pense que j'ai assez bavardé, je pense que c'est le moment d'ouvrir le débat. Je te passe la parole tout de suite. Vas-y. Oui. Alors donc je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit, quoi, hein, donc pour voir un peu aussi ce qui se joue finalement en Ukraine également. Hein. Parce qu'on a finalement un conflit gigogne hein, avec les États-Unis contre la Russie qui se regardent en chien de faïence, alors que la Russie pourrait être en 2 jours à Kiev et que l'OTAN pourrait pulvériser le Donbass en 2 jours. Quoi. Oui. Donc, à cause de la guerre nucléaire, quoi, donc ils se regardent en chien de faïence. Et alors, il y a un conflit finalement qui se déroule sous-jacent, par procuration, on va dire, entre l'Ukraine et le Donbass. Et il se trouve
à mon sens, que ce conflit est quand même assez autonomisé par rapport au Donbass. En ce qui concerne le Donbass, c'est un conflit autonome et, à mon avis, et ce qu'il est dit nulle part, à mon sens, c'est que ce qui est présenté comme une guerre ethnique partout est en fait une guerre de classe, quoi. Parce que, ou une guerre de classe maquillée par une guerre ethnique. Hein. J'en veux pour preuve simplement, tu parlais de 2012, les résultats du Parti communiste, hein, sur la totalité de l'Ukraine, dans le Donbass faisait 25%, et 1% en Galicie, avec un gradient régulier est-ouest, et de la même manière, les fascistes de Svoboda faisaient 38% en Galicie, et avec un gradient tout à fait régulier, tombaient à 1% dans le Donbass. Donc là, on a une image vraiment en 2012, criante, j'ai la carte, d'ailleurs je pourrais vous la montrer, hein, finalement d'une rupture de classe. Ça c'était avant, en 2012, mais après, finalement, en 2014, après ces conflits-là, qu'est-ce que vous avez? À l'ouest, finalement, vous avez le FMI et l'Union européenne qui vont préconiser des privatisations massives, la casse des services publics, la casse des retraites et la casse des salaires. Et finalement, à l'Est, qu'est-ce qui se met en place avec notamment un manifeste du Front populaire de Donbass, hein, c'est eh bien, la nationalisation des biens des oligarques, un État social, etc. Donc finalement, on reproduit, il y a sous-jacent à ce conflit, et parce qu'il y a deux puissances qui verrouillent, si tu veux, en haut, donc il y a quand même cette autonomisation d'un conflit de base, qui est un conflit purement de classe, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que, enfin, très intéressant, bien sûr, il n'est pas intéressant le nombre de morts, effectivement, que ça provoque, tu disais 3500, mais je pense que, de ce point de vue-là, enfin, il y a un non-dit là-dessus assez criant de la part des médias et de tout le monde, sur la centralité du conflit de classe dans cette affaire-là. Et c'est aussi intéressant pour nous, en retour, effectivement, pour la bataille idéologique également ici, quoi. Absolument, je pense que c'est très important de signaler ça, parce qu'on voudrait nous faire croire que ce soit une guerre entre, comme tu as dit, entre ethnies, c'est-à-dire ethnisation d'un conflit. En fait, ce n'est pas une question ethnique, en fait c'est beaucoup plus une question de classe. Alors ça peut être compris comme question entre des différentes langues, différentes ethnies, mais surtout c'est une question d'idéologie. C'est une question de différentes idéologies liées qui sont en train de se combattre. Les gens qui sont sur le terrain pour combattre n'ont pas oublié que, en fait, on ne combat pas contre des gens qui voudraient nous rejoindre, qui ne sont pas forcément russophones. Mais juste une très brève incise pour un exemple très simple qui illustre votre propos. Oui. On parle de 3500 morts. Ce qui est intéressant, c'est de savoir la répartition des morts. D'un côté, il y a des militaires ukrainiens, officiels, et de l'autre côté, des civils à l'Est. C'est quand même ça qu'il faut voir. Et l'essentiel des victimes sont les civils à l'Est, évidemment. Les destructions sont des destructions de biens civils, etc. Absolument pas des faits de guerre, du fait des troupes officielles ukrainiennes. Rien que ça devrait éclairer les gens, et s'ils en doutent, il existe... je conseille à tout le monde, tu dois connaître le site de Vincent Parlier qui fait un travail superbe en traduisant la télévision officielle ukrainienne. Pour ceux qui doutent de ce que tu viens de dire ou de ce que nous annonçons, c'est confirmé non pas par des organes parallèles, des révolutionnaires de l'Est, du Donbass ou autre, c'est la télévision officielle ukrainienne et les télévisions dites du Maïdan qui revendiquent l'épuration ethnique dans le Donbass, qui revendiquent l'écrasement de ces gens-là, etc., etc. Et qui déplore effectivement la défaite, puisqu'il y a eu des remous, y compris en Ukraine. Il y a eu des protestations du fait de la défaite catastrophique en race campagne qu'a subie l'armée officielle ukrainienne, qui était allée bombarder les civils du Donbass.
et qui ont pris une rouste de la part des partisans. Là aussi, il y a des reportages tout à fait éclairants diffusés par la télévision ukrainienne, parce que parfois en direct, ils n'ont pas pu couper des choses qui étaient enregistrées, où on voit y compris des journalistes indépendants anglais, entre autres, qui racontent que tout ça, c'est de la propagande du gouvernement de Kiev, et qu'en réalité, il y a effectivement des Russes partisans aux côtés des partisans ukrainiens, qu'il n'y a absolument pas l'armée russe, que l'essentiel, ce sont, comme tu as dit, le boulanger du coin, l'ouvrier, etc., qui ont pris les armes pour défendre leur famille, qui prenaient des bombes, entre parenthèses, sur la figure, et qu'ils ont eu gain de cause, ce qui explique ce que tu évoquais, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Excuse-moi donc. Sur les 3500 morts et la guerre de classe, eh bien, on a une manière de la mesurer en regardant l'état des pertes. Qui a été tué d'un côté ou de l'autre. Et c'est très important aussi de mentionner qu'on a trouvé en septembre des fosses communes qui, après le retrait de l'armée ukrainienne de Kiev, qui montrent que c'était, en fait, il y avait des squelettes, des civils qui étaient dans les fosses communes. Donc ça c'est, et il y avait apparemment des signes. C'est OCDE qu'ils ont... Oui, ça a été confirmé par l'OCDE. Oui. Non, OSCE, pardon. OSCE, oui, bien sûr. Ce qui montre qu'il y avait des signes que ça a été fait par les brigades fascistes. Parce que dans l'armée ukrainienne, il y a des brigades volontaires. Parce que c'était difficile d'avoir assez de monde pour mobiliser, pour aller au front. Donc ils ont pris des brigades volontaires et aussi ils ont vidé les prisons, pas vidé, mais ils ont pris des gens qui étaient dans les prisons pour aller lutter à l'Est, dans l'Est. Les brigades volontaires sont les très infâmes parce qu'ils sont très violents, les fascistes du privé secteur et les bandéristes, oui, des fascistes. Il y a beaucoup de disparitions, il y a beaucoup de gens totalement disparus et des crimes de guerre. Amnesty International a eu la honte de faire un rapport en août, je pense, début août, disant que les disparitions dans l'Est étaient dues ou sont la responsabilité de la population de l'Est. Amnesty International, il faut avoir beaucoup de doutes sur cette organisation, vraiment. Ils travaillent pour les Human Rights Watch. Aussi, absolument. Enfin, Human Rights Watch a été beaucoup plus réservé sur ces questions-là. Hein. Il y a d'ailleurs également des témoignages où on voit comment, du coup, Human Rights Watch est très maltraité par la télévision de Maïdan, justement. Là aussi, vous avez, pour ceux que ça intéresse, il y a les preuves, elles sont visibles, elles ont été enregistrées par d'efficaces journalistes, évidemment, non pas Bernard Guetta ou la presse institutionnelle française. Et pour ceux qui en doutent, vous avez les preuves beaucoup plus concluantes que les preuves qui ont été proposées de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Et à propos d'avions, MH. Oui, ça on va peut-être en parler après parce que ce serait une trop longue. Non, mais oui, c'est question, les Américains ils ont dit on a les preuves, mais on attend toujours. Oui, et on sait très bien comment tout ça va finir. Oui. Autre question? Il y avait d'autres questions là-bas. Oui. Je vais poser la question vraiment qui est un peu simplet. Moi je me dis, alors, non s'il vous plaît. Et pourquoi Poutine, alors, au moins les gens qui étaient au pouvoir, ils ont laissé faire toute cette corruption. Quel était leur intérêt? Vous voulez dire sous l'Ukraine de Yanukovych, etc. La corruption. Ils se doutaient bien qu'un jour ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Oui, tout à fait. La corruption. Et pourtant ça continue. Ça continue. Ça ne s'est pas arrêté du tout. C'est pire même aujourd'hui. Il faut le savoir quand même. Ça c'est une des choses qu'on a laissé. Maintenant, il ne faut pas croire que le gouvernement actuel. C'est d'ailleurs les mêmes. En gros, c'est les mêmes. Les cadres politiques, c'est exactement les mêmes. Ceux de la Révolution orange, c'était notoirement... L'Ukraine était le pays le plus corrompu, un des plus corrompus des anciennes républiques socialistes devenues indépendantes.
Et il ne faut pas croire que ça a changé. Là, je vais te laisser la parole. Le Premier ministre est notoirement célèbre pour ça, le président lui-même, etc. Il faut savoir comment ces gens ont fait leur fortune. Hein. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont exactement les mêmes types d'oligarques que Yanukovych, mais plus malins. Et puis, démocrates et pro-européens. Exactement, c'est très bien dit. Donc, la corruption ne date pas de récemment. Malheureusement, la corruption était la première chose donnée au pays de l'ex-Union soviétique à 91. Donc la corruption a vraiment été, parce que c'était les oligarques, certains individus qui ont pris le contrôle de tout ça, ils sont devenus les oligarques. Et les oligarques, maintenant, il y a des clans pour puissance entre différents oligarques. Et ce sont ceux qui sont au pouvoir. Et en plus, ils ne sont pas... quand il y a les petites différences d'opinion, c'est plutôt les différences entre mafieux. Ce n'est pas des différences vraiment idéologiques ou politiques, sauf quand il y a certains partis, mais parmi les oligarques. Quand le nouveau gouvernement de Maïdan a pris le pouvoir en février, la première chose qu'ils ont fait, c'est de changer les différents chefs des différentes régions, des présidents des différentes régions. Ils ont donné ça, tout simplement, ils ont nommé des oligarques qui étaient dans les régions pour maintenant être les chefs des régions. Donc dans l'Est, il s'agissait des pires, des patrons. Je me souviens pas du nom, mais il y en a plusieurs. Il a même son armée. C'est ça, il a même son armée. Celui de Dniepropetrovsk, Kolomoïski, qui entre parenthèses, qui a nationalité ukrainienne, israélienne et suisse. Это очень крупный бизнесмен, который начинал свою карьеру вместе со своими партнерами из Львова. Один из них известен как Вова Морда, а другой Пупс. Первые деньги, конечно, это были благодаря его близкой связи с Павлом Лазаренко. Павел Лазаренко потом стал премьер-министром Украины. И, соответственно, всю свою деятельность, всю свою жизнь он очень помогал и лоббировал интересам Коломойского. Соответственно, первичное накопление капиталов происходило, как это, в принципе, традиционно в 90-е годы было на Украине, бандитскими методами. Известно, что в отношении банкира не раз возбуждались уголовные дела. Улики олигарх вышел сухим из воды. Помогли связи. Причем не только в милиции. Его Приватбанк, и это не секрет, был главным банком оранжевой революции, через который шли денежные потоки, в том числе и на предвыборные кампании экс-премьера Юлии Тимошенко. Тот самый, на деньги которого на Украине и произошел государственный переворот. Финансируя радикалов, Коломойский, конечно, рассчитывал на компенсацию. И он ее получил. Занял кресло губернатора Днепропетровской области. Я даже не скажу, что я дал согласие, я дал предложение. То есть я предложил, давайте в Днепропетровск. Я поеду губернатором, и как-то это успокоит всех. Хотел поблагодарить я всех майдановцев, я их так называю, все организации общественные, которые восстали. По данным Forbes, Коломойский занимает второе место в рейтинге самых богатых людей Украины. Состоянием почти в $4 миллиарда. Кажется, в своем желании стать номером один, олигарх перешел все границы. А уже став главой региона, он объявил о формировании спецбатальона «Днепр». И помимо зарплаты пообещал каждому наемнику персональную надбавку. Слава Украине! Фактически олигарх поставил на довольствие собственную армию, готовую выполнить любой приказ. Кроме того, он попытался привлечь к сотрудничеству жителей области. Прейскурант цен на услуги так называемых охотников за головами озвучил командир созданного Коломойским подразделения. Заявляю. Первое. За каждого переданного диверсанта в штаб национальной защиты Днепропетровской области объявляет вознаграждение в размере $10 000 США. Во-первых, благодаря кровавым событиям, спровоцированным господином Коломойским 2 мая. Вот. И непонятно ради каких целей, идей это произошло.
ему удалось поставить там своего губернатора, соответственно, расширить сферу своего коммерческого влияния. И самое главное, что Одесса – стратегический регион для его кураторов Запада. Как вам назначение Палыц на главу Одесской администрации? Вы рекомендовали? Да, можно сказать, что я рекомендую. Игорь Палица справится? Мы надеемся, не местный же все-таки. Почему? Он в душе местный. В душе у него здесь, да. Соответственно, за Одессу они вынуждены были устроить этот акт устрашения, потому что по-другому его назвать нельзя. Все доказательства, в том числе и недавно всплывшие телефонные разговоры между Коломойским и Олегом Царевым, между представителем штаба Коломойского, да, они говорят о том, что именно он заказчик всех этих кровавых событий. Я не знаю, мне такое ощущение, что он с ума сошел, честно сказать. Причем полностью подтвержденный фактор, что в Одессе вот этих ребят нанял он полностью. Причем ради того, чтобы установить палец у губернатора. Мне это уже даже в бютовском штабе подтвердили. У них ситуация вышла из-под контроля. Задача была их избить, отмутузить, чтобы их унесли в больницу и полностью уничтожить лагерь. Ну, я понимаю, что там аваковцы могла вот та компания это все делать, но... Была договоренность. Он пришел и сказал, что вы возите с этой Одессы. Там же стояло это Куликово поле все время, нон-стопом. Давайте отдадите Одессу мне, и будет так же, как в Днепропетровске. Типа ни одна мышь голову не высунет. В день референдума о независимости Донецкой Народной Республики к зданию Горсовета Красноармейска подъехали инкассаторские броневики с символикой Приватбанка. Вооруженные люди открыли беспорядочную стрельбу. Трудно сказать, отдавал ли Игорь Коломойский приказ стрелять на поражение, но без жертв не обошлось. Примерно по такому же сценарию боевики Нацгвардии действовали и в Мариуполе. В результате спланированной атаки погибли несколько человек. Вину за случившееся Игорь Коломойский возложил на самих горожан и лично Олега Царева. И сказали, что виноват во всем Царев. И завтра первые будут искать все твои близкие. Ты скажи, что мы не отсюда лучше. Потому что мы будем вешать прямо на площади. Поздно ночью к воротам подъехали 3 автомобиля с вооруженными людьми. Сломав забор и выпустив несколько автоматных очередей по окнам, радикалы проникли внутрь и устроили пожар. Но они ошиблись адресом. Их целью, как потом выяснилось, был соседний дом народного депутата Олега Царева. В разговоре Ногинский не скрывает, действия Коломойского пугают даже его окружение. После событий в Доме профсоюзов дружба с олигархом перестала быть такой привлекательной. Если сейчас по его приказу заживо жгут людей, что же будет дальше? Ян Борисович, дело в том, что Бенин и дела – это дела Бени. Он может делать все, что угодно. Не, ну просто понимаешь, что под это дело это... Ну, будет у нас, я думаю, что будет вторая нацистская Германия на территории небольшого куска Украины. Беня мультимиллиардер и хозяин этой территории. Я просто думаю, что нужно просто каким-то образом от этого процесса срочно отстраняться, уже публично. В смысле, от какого процесса? От Коломойского. Ну, каким образом? Просто сообщить, что в данном случае мировое еврейское сообщество первое не имеет ничего общего с личной позицией господина Коломойского. Во-вторых, не поддерживает ни Одессу, ни Мариуполь, ни все вот эти, и выражает искреннее сочувствие. И третье, сообщает, что если кто-то из евреев будет замечен в нацистских преступлениях, то мы с этим будем бороться первыми. Скажите, пожалуйста, нам стыдно за них. А почему еврейская общественность вот не может привести в чувство лидеров некоторых украинских олигархов, например, Игоря Коломойского, да, который является одним из руководителей еврейского конгресса и при этом финансирует неонацистскую партию «Свобода»? Почему нельзя привести в чувство? Я здесь нахожусь и для того, чтобы привести в чувство. Дайте мне трибуну, дайте мне возможность, я их всех приведу в такие чувства. Les élections ont donné 70%, on a relativisé ces chiffres, etc., de vote en faveur de la démocratie, de nous les Européens, avec la statue de la liberté, éclairant les moujiks abrutis des vastes plaines d'Ukraine. Donc ces 70%,
ils sont homogènes d'un point de vue idéologique, ça on est d'accord, mais c'est plusieurs partis. Oui, tu pourrais peut-être rappeler ces divisions, parce qu'elles évoquent justement ces conflits d'intérêts entre oligarques classiques ukrainiens. C'est 50% d'abstention. C'est 50% d'abstention, mais parmi ceux prenons les votes et ceux qui ont rallié les suffrages. Il y a autour de 20%, 21% pour le parti de Poroshenko, qui est l'actuel président. Donc on ne sait pas encore exactement qui a gagné, parce que c'est aussi autour du même pourcentage qui a été donné à partir de Yatsenyuk, le Premier ministre, ils ont idéologiquement, ils sont tous les deux pro-européens, pro-occidental. On dit que Poroshenko est un petit peu plus modéré et Yatsenyuk un peu plus nationaliste, un peu plus à droite, etc. Fascisant, parce que, on peut dire. Poroshenko a glané une fortune personnelle beaucoup plus importante que Yatsenyuk, en dépit de sa présence dans des gouvernements successifs, n'a réussi à le faire jusqu'à maintenant. C'est un meilleur entrepreneur. Donc il est plus modéré, il est moins à-pro-gain, et donc il a moins besoin de l'argent américain, européen, de ce point de vue. Il y a une grande différence, il y a une différence très importante entre ces deux, qui va au-delà des clans, clans intérieurs ukrainiens, c'est-à-dire que Yatsenyuk, c'est le candidat américain, et en fait c'est Klitschko qui est la chef de liste du parti de Poroshenko, qui est l'actuel président. Donc Klitschko, c'est l'homme allemand. Donc là, on a le conflit d'intérêts entre les Américains et les Européens. Ils sont vraiment, on va savoir dans quelques jours qui a gagné, mais ils sont vraiment, j'ai entendu que c'était un, et ensuite j'ai entendu que c'était l'autre. Ils sont vraiment très très proches. Ils n'ont pas fini de faire la compte. Il y avait eu un coup de téléphone qui avait été intercepté entre Victoria Nuland et puis un Américain, disant qu'il nous fallait Yats, puisqu'il l'appelle Yats. Yats is our man. Yats is our man. Et Klitschko, bon, voilà. Et fuck the EU. Fuck the UE. Oui. Ouais, on a compris. Oui, les Américains avaient ciblé Yatsenyuk bien avant. Il a fait le stage. Oui, voilà. Donc ils ont formé pour être leur homme, leur marionnette. Donc ce qui joue aujourd'hui entre ces deux camps, c'est aussi très important. Ce n'est pas juste entre les deux clans là. C'est aussi le futur de l'Ukraine dans son... Quelle vision occidentale est-ce qu'ils vont avoir? Qui va tirer les ficelles de cette marionnette? Parce que dans les deux cas, ce sera une marionnette. Mais qui va tirer vraiment ces ficelles? Donc ça c'est quelque chose à regarder dans les jours à venir. Ils vont forcément faire une coalition, quelque chose ensemble. Ça c'est... ils ont déjà commencé les négociations, comment ils vont faire ça ensemble, sans savoir qui va gagner. Mais le gagnant gagne le double de sièges. Donc celui qui a le plus de votes gagne le double de sièges dans le Parlement. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup plus de puissance. Non, juste une question. Donc il y a cette élection-là, effectivement il y a l'espace d'un papier à cigarette entre Yatsenyuk et Poroshenko, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de voir la semaine prochaine, l'élection qui va avoir lieu la semaine prochaine, 2 novembre, dans le Donbass justement, où il n'y a qu'un seul parti d'enregistré, c'est le Parti communiste de la République populaire du Donbass. Et étant donné que c'est en 2012, il avait fait 25% des voix, on peut penser que ça sera intéressant de voir s'il y a un ras-de-marée effectivement du Parti communiste le 2 novembre dans le Donbass, auquel cas le fait que ça soit une lutte de classe serait au vu de tous, quoi. Et est-ce qu'à ce moment-là les médias en rendraient compte? Non, te diront que ces élections ne veulent rien dire, qu'elles sont manipulées et illégitimes. Comme ils ont rendu compte de la formidable poussée pro-occidentale. Donc ça, ce sera intéressant. À mon avis, l'élection intéressante, c'est celle de la semaine prochaine, parce que cette élection-là, c'est une farce, quoi, finalement, parce que
D'abord, il y a eu beaucoup de bourrage d'urnes. Oui, je pense que la fraude doit être très importante dans cette élection de la semaine dernière. Moi, je voulais, comme le temps passe, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de la Yougoslavie, ou en tout cas comment la Yougoslavie a comment dirais-je, été une espèce de modèle, de schéma de la stratégie du chaos et de la destruction, conduite avec beaucoup de consistance, à la fois dans l'Est de l'Europe, comme on vient de l'évoquer, mais au Moyen-Orient, comme on le sait, on ne va pas évoquer, mais tout le monde a présent à l'esprit l'Irak, la Libye, la Syrie aujourd'hui, etc. Et comme tu le rappelais, pour ceux qui doutent et qui nous prennent pour des complotistes ou Dieu sait quoi, tu as rappelé le livre absolument superbe de ce point de vue-là, absolument répugnant par beaucoup de côtés, de Brzezinski, qui a été écrit il y a plus de 10 ans, je crois, hein, oui. Le Grand Échiquier, où Brzezinski décrit exactement ce qu'il s'agit de faire pour asseoir la domination des États-Unis, la domination et asservir les peuples dans l'intérêt économique de l'Empire américain. Et si vous regardez, c'est exactement ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient et dernièrement, par exemple, en Ukraine. Mais la Yougoslavie avait été un excellent terrain d'essai. On se souvient de la manière dont ils ont vraiment amélioré la vie des peuples dans toute cette partie des Balkans. On a un peu oublié ça. Mais si on pouvait faire donc, hein, évidemment les choses sont différentes, mais mutatis mutandis, c'est comme on devait parler des deux livres et aussi de ce qu'on veut tirer comme intelligibilité des événements et de la stratégie de l'impérialisme dans les deux cas. Est-ce que tu pourrais évoquer, puisque tu connais bien le problème, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, évidemment, ça aurait justifié. Mais comme on a dit qu'on allait parler aussi des aspects, des analogies en tout cas, et de ce qu'elle pouvait avoir d'instructif entre ce qui s'est passé en Yougoslavie, il y a déjà un certain temps au point que la plupart d'entre nous l'ont peut-être oublié, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Oui, alors je ne suis pas experte de la Yougoslavie, donc peut-être mes collègues vont aussi en parler. Si tu veux commencer, non? Toute petite remarque liminaire, mais ce qui est frappant avec la Yougoslavie, c'est que c'était un des rares... il faut savoir que juste après la chute de l'Union soviétique, les pays communistes, on a vu un effondrement général des pays communistes. En fait, les pays où le communisme s'est effondré, ce sont les pays où ce régime politique semblait imposer de l'extérieur. Même si c'était pour des bonnes raisons, je pense par exemple à l'Allemagne. Mais dans des pays comme le Vietnam, la Chine, Cuba, la Corée, la Yougoslavie, les gens s'étaient libérés par eux-mêmes souvent de l'envahisseur, fascisant ou impérialiste, et avaient développé leur propre système. Il a bien fallu, donc, pour éradiquer un système qui est revendiqué par une population, c'est pour ça que j'y pensais, puisqu'on parlait justement du fait qu'au Donbass, il y a une population qui revendique en fait un programme qui n'est pas... S'ils sont contre les oligarques ukrainiens, ils ne sont pas non plus pour les oligarques russes. C'est vraiment des gens qui revendiquent un programme social par eux-mêmes. Et ça, ce sont des gens qui se mettent hors la loi de l'impérialisme international, de la mondialisation. Et c'est ça qu'il faut frapper. C'est pour ça qu'il a fallu éradiquer ce communisme-là en Yougoslavie, donc par les bombes, et y compris en Russie. Hein. Ça s'est quand même terminé à coup le char contre le Parlement, quand même. Hein. On a fait tirer à coup de char sur le Parlement pour en arriver là. On était au bord de la guerre civile en ex-Union soviétique. Donc c'est bien ça qui est au cœur du problème. C'est vraiment la question ethnique est toujours un prétexte. Ce qui est important, c'est quel régime politique les peuples voulaient et mettaient en avant. Et là où on a, bien sûr que l'impérialisme américain veut contrôler des pays, il n'a pas forcément besoin pour les contrôler, il n'a pas forcément besoin d'envoyer ses armées, soit il les contrôle financièrement, avec des élites dociles, soit quand c'est pas le cas, alors là justement, guerre il y a. C'est pas simplement une simple dynamique de guerre qui se fait un peu partout, c'est vraiment ciblé sur le type de régime politique qui contrevient à la loi du marché libre et non faussé. Et si on ne peut pas contrôler, c'est le chaos. Voilà. On met en place le chaos. Oui. En Yougoslavie, c'est justement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, comme c'était un système peut-être un peu hybride, mais qui restait et qui portait le nom socialisme, il a fallu éradiquer ce nom.
Et bon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé plus facilement? C'était l'Église catholique, les anciens fascistes qu'ils sont pendant la Deuxième Guerre. Les Oustachis. Oustachis, qu'ils ont été en Amérique latine et aussi en Amérique aux États-Unis. Là c'est un des points d'analogie d'ailleurs avec l'Ukraine, parce qu'on retrouve des pro-nazis, mais explicitement nazis. Quand on dit fasciste, les gens s'imaginent qu'on utilise des mots. C'est des gens, on n'a pas le temps d'en parler, mais en Ukraine, comme en Yougoslavie, qui se revendiquaient du nazisme et de Hitler. Hein. Il n'y a pas de... Il faut être clair. Et encore aujourd'hui en Ukraine, hein. Il faut peut-être le rappeler. Encore aujourd'hui en Croatie. Et en Croatie, encore aujourd'hui, voilà. C'est pas des figures de style. C'est-à-dire, entre parenthèses, tous les anciens nazis, qu'ils ont partis, comment dirais-je, qu'on a envoyés en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, ils sont partis avec le passeport d'État indépendant croate, c'est-à-dire fasciste, avec l'aide du Vatican. Et tout était organisé comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout le temps, on a gardé ce foyer pour l'utiliser. Et, à un moment donné, ils l'ont utilisé. C'est-à-dire, quand il y avait les armements qu'ils ont été achetés aux États-Unis et livrés en Croatie, toutes les ONG, pendant la guerre, ONG humanitaires, musulmans ou européens, on a utilisé pour transférer les armes, pour donner l'arme aux pro-européens, entre les guillemets, ou pro-démocrates. Ah ben, Hitler, quand il a envahi l'Ukraine en 41-42, c'est l'Europe qui est en train de faire. Hein. Je le rappelle, hein, quand même. Il y a des précédents, c'est parfaitement homogène. Pour vous dire, comment dirais-je, déjà Bismarck qui a dit qu'il contrôle l'Ukraine, il contrôle le monde. Bismarck. Et Brzezinski. Brzezinski va dans les bottes de Bismarck. Et aussi... Oui, non, juste Michael Parenti, puisque on parlait également de ce livre, il montre bien dans ce livre que la Yougoslavie, au contraire de ses consoeurs de l'Europe de l'Est post-soviétique, a été attaquée, bombardée, démantelée, dévastée par l'OTAN, hein, parce qu'elle refusait justement la pénétration libre du capital, des investisseurs et des créanciers. Ah oui, c'est ça la démocratie. T'as pas compris encore? C'est ça la démocratie. Et alors en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, quand à travers l'union douanière, Yanukovych a semblé refuser la pénétration libre du capital des Occidentaux à travers l'Union européenne, eh bien, il y a eu le coup d'État de Maïdan. Donc on est effectivement dans des registres tout à fait similaires. Oui, il y a beaucoup d'analogies. À part que là, il y a quand même la Yougoslavie, malgré tout, c'était un peu plus local. Là, c'est quand même vraiment un chancre donc dans la Russie, quoi. Hein. Je veux dire, l'Ukraine, il y a quand même des visées militaires. Oui, imaginons que par exemple une île comme Cuba, tout proche des États-Unis, s'avère complètement hostile au gouvernement américain. Hein, comme ça, on imagine un truc complètement insensé, et que parce que la CIA a tenté déjà de l'envahir en promouvant déjà des bandits, des repris de justice et autres, on se souvient de la baie des cochons, décide de demander aux Russes un truc de politique fiction complètement aberrant, hein, que je suis en train de raconter. Imaginons ça. Est-ce qu'on pense que les Américains seraient très contents et dites mais non, mais si, venez messieurs les Soviétiques, vous installez à nos portes avec notre bénédiction, parce que c'est la démocratie. Hein, voilà, c'est quand même... là, évidemment, il y a beaucoup de différences. Je grossis le trait, mais quand même, il faut qu'on imagine le point de vue des Russes dans une histoire comme celle-là. La provocation phénoménale que nous opérons contre eux. C'est quand même quelque chose d'inouï. Juste il y a une petite différence quand même, c'est qu'il y a une question de taille quand même. Hein. Là, c'est la Russie. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, les États-Unis, en fait, luttent pour garder la suprématie au niveau mondial.
pour la conserver, c'est-à-dire finalement à travers de conserver le dollar comme monnaie d'échange internationale, ce qui permet de payer les factures avec la planche à billets et notamment les bases de données, les bases militaires, mais également pour amplifier cette suprématie, voire de manière irréversible, si ils prennent la Sibérie, quoi. C'est-à-dire que si ils prennent la Sibérie ou s'ils mettent une potiche, un fantoche type Helsinki en Russie, eh bien, à ce moment-là, ils amplifient la suprématie qu'ils ont déjà. Ce qu'ils souhaitent. Alors donc, il y a les deux. Alors qu'avec la Yougoslavie, bon, il n'y avait pas, disons que la Yougoslavie ne voulait pas faire concurrence au dollar à travers les BRICS. Elle non plus, elle n'a pas des richesses comme il y a en Sibérie. C'était un peu différent. Tu as raison, l'échelle a grandi à chaque pas. L'échelle a grandi et là on est... À chaque pas, à chaque étape, en fait, les enjeux augmentent. Parce que, et en fait, ce qui est visé par les États-Unis après, ce serait le rêve pour eux, ce serait une révolution colorée à Moscou, d'abord. C'est vraiment ça, c'est ce qu'ils ont déjà essayé de faire ça l'année dernière. Mais ensuite, oui, la Chine. Parce que la Chine, c'est le grand rival. Le fait que la Russie et la Chine sont maintenant, ils font des coopérations très étroites et très importantes, c'est la plus grande menace pour les États-Unis. Mais les relations entre la Yougoslavie et l'Ukraine, on peut voir le conflit en Yougoslavie comme une répétition, en fait, pour ce qui est en train de faire maintenant. Parce que la Serbie était une petite Russie, une petite Union soviétique, ils pensaient. Et ensuite, maintenant, ils prennent un pas vers la Russie. Mais la Yougoslavie, c'est important parce que actuellement, les Américains, ils ont une base militaire bon style à Kosovo. Oui. Et il faut quand même dire que la destruction en Serbie, elle est autour de 105 milliards de dollars. Ils ont tout été démoli. On peut ajouter l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. Aujourd'hui, la facture monte. À propos des bases militaires, c'est intéressant ce que tu rappelles. Et là, une question simple qui est rarement rappelée par nos spécialistes de géopolitique français, c'est quel est le pays qui a des centaines de bases à l'étranger, militaires, avec des militaires en place. C'est pas les Russes. Hein? C'est qui? C'est les Américains? Oui, c'est les Américains. Ce qui est important de savoir, c'est que dans chaque invasion, chaque conflit, même si c'est petit, les Américains laissent une base permanente. Parce que c'est même une des raisons qu'ils vont dans des grands pays. Parce qu'ils ont dit, oui, on retire les troupes de l'Irak, mais on va laisser une force permanente, etc., etc. Avec les excellents résultats que nous connaissons. Exactement. Donc les Américains ont autour, on ne sait pas exactement, mais autour de 1000 bases à l'étranger aujourd'hui. 1000 bases. Et on ne connaît pas tous, parce qu'il y en a aussi qui sont secrets, qui sont dans des bateaux, etc., etc.